Voici la première partie de ma revue de l'annonce de l'extension 10 de World of Warcraft Dragonflight. Aujourd'hui, j'aborderai la cinématique de bande-annonce scène par scène afin de remettre en contexte ce qu'on y voit et ce qu'on y entend du point de vue de l'histoire. Pour attaquer sans attendre, je partirai du principe que vous l'avez déjà vu, et si ce n'est pas le cas, eh bien je vous la mets en fiche et dans la description pour pouvoir l'apprécier d'une seule traite. Bien, commençons donc. Le monde a volé en éclats. Il hurle sa souffrance. Avant tout, chose que l'on comprend au moins au terme du premier visionnage, la voix hors champ du commentaire est celle d'Alexstrasza, la reine dragon du vol rouge et aspect de la vie, qu'on avait déjà reconnue sur le visuel qui avait fuité il y a 15 jours. Elle parle au présent, mais le présent de chacune des deux époques qui nous sont montrées au cours de cette bande-annonce. On commence par une rapide introduction, il y a 10 000 ans. On se situe donc à l'époque de la guerre des anciens. Moment charnière de l'histoire d'Azeroth où l'empire Kaldorei de la reine Azshara, dupé par les promesses du sombre titan Sargeras, vient de s'effondrer sous l'invasion démoniaque de la Légion Ardente, qui a déferlé depuis le néant distordu à travers le Puits d'Éternité. Le Puits d'Éternité était la source de tous les prodiges magiques des Kaldorei, les elfes de la nuit à cette époque. Le monde a volé en éclats, has been sundered en VO. Mention claire de la grande fracture, The Sundering, qui, si j'interprète bien, vient donc d'avoir lieu, puisque la voix off en parle déjà au passé. Cet événement correspond à l'explosion du Puits d'Éternité, qui coupa les lignes de la Légion Ardente et surtout empêcha Sargeras de se matérialiser dans le monde. Il est raconté dans l'univers étendu, des premiers romans Warcraft, et on revivait ces derniers instants dans le donjon aux grottes du temps nommé le Puits d'Éternité à Cataclysme. Cette lumière verdâtre entourée d'une gigantesque tempête à l'horizon, c'est le Puits d'Éternité injecté de Fel, la magie gangrenée de la Légion, ou plutôt ce qu'il en reste et ce qui est en train de devenir le Maelstrom, ce tourbillon élémentaire comme une cicatrice dans la Grande Mer. Au premier plan, une construction haute de forme géométrique face à une côte escarpée, enjambée de deux gigantesques aqueducs. Nous devons lui porter secours. On passe à une vue au sommet de cette construction, sous le ciel rendu éblouissant par l'énergie qui s'en dégage. Tout dans le décor indique une construction de style titan, les entités cosmiques ayant ordonné la surface d'Azeroth bien longtemps avant même cette époque. Ce style de colonnade, statues et édifices en général puise son inspiration dans les constructions gréco-romaines du monde réel. La statue est animée. Rien d'étonnant depuis WoW Classic et les découvertes d'Uldaman, ceci a été rappelé et diversifié à de nombreuses reprises dans les extensions et l'univers étendu. Les titans ont laissé sur le monde des créations minérales vivantes. Nous vous confions notre demeure ancestrale. Gardien. Une ombre passe rapidement sur le décor, on peut comprendre maintenant que c'est sûrement les dragons qui survolent les lieux. Et donc ces terres sont confiées au bon soin de ces êtres de pierre appelés les gardiens, au pluriel confirmé par la VO. On a déjà rencontré bon nombre de ces gardiens, dont les chefs sont souvent nommés par référence à des mythologies, Thorim, Loken, Freya, Odin. Le gardien principal, avec son style très dieu grec, tourne un mécanisme qui fait s'écarter les deux volets de l'arche au sommet de la tour, sépare l'artefact magique en deux, ce qui coupe le flux d'énergie. Alors, quelle énergie ? Pour moi, il s'agit de lumière sacrée, on verra. Aussitôt désactivée, la tour laisse le ciel s'assombrir et les terres se voiler dans l'ombre des nuages. Les gardiens se positionnent ici et là. Laissons nos terres s'évanouir et disparaître à l'horizon. Les dragons, non seulement confient leurs terres à ces gardiens titans, mais leur demandent de les faire s'évanouir et les cacher au reste du monde. La VO précise même, je traduis, même à nos propres yeux. À ce stade, on ignore pourquoi prendre une mesure aussi radicale, mais on va y revenir. Leur réveil sera le signe de notre retour. Leur réveil, elle parle là du réveil de ces terres, sera le signe du retour des dragons. Symboliquement et concrètement, les terres en question sont donc mises en sommeil, et c'est aussi ce qu'on voit avec ces gardiens titans, qui ferment les yeux alors qu'une nuit brumeuse s'est étendue sur tout le paysage. Alors, vous devrez embraser le fanal du bastion de Tyr. Ici, on apprend le nom du complexe titan, le bastion de Tyr. Tyr est un des gardiens titans majeurs, mais contrairement aux autres comme Arkedas, Raden et Loken, on ne l'a jamais vu en jeu.
Il est juste mentionné dans le lore pour sa fameuse main d'argent qui fut longtemps une relique sacrée pour les proto-humains de Lordaeron, et comme origine du nom des clairières de Tyr-Isfal, littéralement de la chute de Tyr. Dans le lore actuel principalement tiré du livre Les Chroniques, Tyr est censé y être mort en combattant les généraux Ctraxi des armées des dieux très anciens, et bien avant l'époque de la Grande Fracture donc. Il est aussi celui qui mena Alexstrasza et les autres aspects contre le dragon cannibale et nécromancien Galacronde, puis qui a plaidé auprès des autres gardiens titans pour ériger les dragons au rang de protecteurs d'Azeroth, en reconnaissance de leur fait d'armes, en leur transmettant les fameux pouvoirs qui leur avaient été confiés par les titans eux-mêmes, qu'on connaît aujourd'hui comme les pouvoirs draconiques. Sans quoi, nous serons condamnés à l'errance, pour toujours. Le fanal de ce bastion est voué à être rallumé quand les terres se réveilleront, et ainsi redevenir le phare pour orienter les dragons lors de leur retour. Sans fanal actif apparemment donc, les dragons ne pourraient pas approcher. On fait un saut dans le temps, ellipse de 10 000 ans jusqu'à l'époque actuelle du jeu. Le gardien face à la mer s'éveille, la pierre qui lui sert de peau couverte d'un film d'algues ou de mousse. La mer semble luminescente près des rochers, comme lors d'une floraison de phytoplancton dans le monde réel, mais ici je verrais une activité de magie élémentaire de l'eau ou peut-être du mana brut. Le petit gardien se tourne vers son collègue, à la face brisée. Le temps a fait son œuvre et ne l'a pas épargné. Outre la plage à l'eau bleutée, les sommets montrent une activité volcanique, signe de l'éveil de l'élément du feu. Et alors qu'il se dirige vers l'entrée du bastion, des fleurs, signes de vie, éclosent et l'herbe verdit. Un autre gardien qui n'a pas survécu aux milliers d'années de sommeil. La base du bastion de Tyr est typique des complexes titans qu'on a vus à Wotelka au pic foudroyé, d'énormes rouages de bronze inscrits de runes titanes. Et on revient aux colonnes et l'esplanade au sommet, devant le fanal avec une console de commande au milieu. Le gardien supérieur des lieux, affalé sur son trône, est lui aussi détruit. Le regard peiné, le petit gardien comprend qu'il est le seul à avoir survécu et que, compte tenu de l'état avancé d'éveil élémentaire de ces terres, tout repose désormais sur ses épaules. Il actionne le mécanisme de la console, mais le fanal, peut-être trop vieux ou endommagé, ne se réactive pas automatiquement. Sans plus de choix, il se lance dans l'ascension du fanal. Et empoigne les deux parties pour le réactiver manuellement. L'effort colossal lui fracture presque les membres. Mais au bout de ses efforts, il y parvient. Il est projeté par le halo d'énergie qui éclaircit d'un coup tout le ciel et chute. On sent qu'il accepte sa fin, sa raison d'être étant accomplie. Et in extremis, il est rattrapé au vol par la reine dragon Alexstrasza. Il peut ainsi assister au retour des différents vols, du moins rouge, bronze, bleu et vert. Avec sa barbiche et sa crinière, il est possible que ce dragon de bronze ici soit l'aspect du temps, Nosdormu. Le monde pense ses plaies. Mais son avenir reste incertain. Ici, on note la présence d'îlots flottants par magie. Donc finalement, les îles des dragons ne sont pas des terres flottant dans le ciel, puisqu'elles sont ancrées dans la mer. Mais on sent que l'idée a traversé l'esprit des devs parce qu'on voit ces morceaux en lévitation, chose déjà vue à Dalaran ou en Nagrand d'autres terres.
Le monde pense ses plaies fait certainement référence aux nombreuses blessures subies par Azeroth durant ces dernières années, et donc extension du jeu. Le cataclysme causé par Eldemort, la magie noire d'Icharge déchaînée par Garrosh, la nouvelle invasion de la Légion aux rivages brisés et l'épée cosmique de Sargeras plantée en Silitus, l'épanchement de l'Azérite, le sang de la planète, et enfin la tentative du geôlier de vampiriser toute la monde depuis l'ombre terre. Ici, on voit des tours d'une architecture plus exubérante que la du Titan et son style assez géométrique, sobre et orné de bronze. C'est la cité que la civilisation des dragons a bâtie, introduite par l'extension comme probable capitale, Valdraken. Ensemble, nous redeviendrons les protecteurs d'Azeroth. Ici commencera le nouvel âge des dragons. Les dragons entendent redevenir les protecteurs d'Azeroth, chose qui était censée avoir été mise sous le tapis à la conclusion de Cataclysme, où cette même Alexstrasza avait déclaré que l'âge des dragons était révolu, remplacé par l'âge des mortels. La signification du « ensemble » dans la phrase peut être interprétée de plusieurs façons. Soit elle parle de l'ensemble des vols draconiques, soit elle continue de s'adresser aux gardiens, renouant l'alliance ancienne entre les gardiens titans et les dragons, qui sont tous deux dépositaires de l'ordre voulu par les titans, les vrais. Soit elle s'adresse aussi aux personnages joueurs, qui ne sont pas du tout là à ce stade, et sont en partie responsables des derniers désastres du monde avec la guerre. Bref, ça me semble moins probable, quoique plus logique avec le futur scénario. Un nouvel âge des dragons, le précédent s'étant à peine achevé il y a quelques années, avec Cataclysme donc, c'est un peu du zigzag scénaristique, mais on est habitué. Et c'est sur cette déclaration un peu ambitieuse d'Alexstrasza que cette cinématique se conclut. Passons en revue quelques possibles problèmes de continuité et autres interrogations devant cette séquence et de possibles explications. Pourquoi la mer est déjà là ? Comme je l'ai indiqué, il est possible que la guerre des anciens se termine et que la grande fracture vient déjà d'avoir lieu. C'est ce qui est sous-entendu par la première phrase en voix off. Ça pourrait être la raison de la forme en éclat des rochers qu'on aperçoit sur le rivage. Ceci dit, ça me semble étrange que la mer semble si calme comme s'il était là depuis longtemps, juste après la grande fracture. Donc sinon, si on se situe au début de la guerre des anciens, et donc que ce n'était pas un morceau du supercontinent détruit de l'ancienne Kalimdor, ces îles étaient déjà des îles et se situaient alors au large du supercontinent. Mais pour trancher définitivement cette question, on va devoir attendre la carte et l'emplacement actuel de ces îles sur la map monde. Pour l'instant, on sait juste par une interview que ce continent d'extension sera au nord-est d'Azeroth. Pourquoi vouloir cacher ces îles ? Si ce passage se situe bel et bien juste après la grande fracture, c'est probablement à cause de la trahison d'Eldemort qui vient d'avoir lieu. À ce moment de l'histoire, Neltharion, chef du vol noir, est encore l'aspect gardien de la Terre, et il a convaincu les autres aspects de lui prêter une part de leur pouvoir pour régler le problème du puits d'éternité et de la Légion ardente, créant pour ce faire l'âme du dragon, artefact pivot de l'histoire de Cataclysme. On peut supposer que c'est aussi ce prêt de pouvoir des autres vols draconiques qui explique qu'il ait pu créer les Draktyr, la future nouvelle race jouable annoncée. Or à ce moment, il révèle qu'il est secrètement rallié au dieu très ancien Nzoth qui murmure dans sa tête. C'est ainsi qu'il trahit les autres vols pour s'emparer de l'artefact à son profit, exterminant une bonne partie du vol bleu au passage, ce qui aura pour répercussion de plonger l'aspect bleu de la magie, Malygos, dans la dépression et la folie. Autrement dit, on peut imaginer que juste après l'effondrement du supercontinent, les vols restants préfèrent mettre leur terre en stase et à l'abri des regards, y compris cachés à leurs yeux, sous-entendu aux yeux de potentiels autres traîtres et des partisans d'Eldemort, le temps de régler le problème. Et apparemment, ce problème a duré 10 000 ans. Malygos, qui a déclaré la guerre à tous les manieurs d'Arcane, finit tué à l'issue de la guerre du Nexus durant WoTLK. Eldemort est détruit à l'extension suivante, Cataclysme. Pourquoi les gardiens devraient entrer en stase alors que les dragons leur confient la protection des lieux ? Je n'ai pas la réponse, mais peut-être qu'il s'agit justement de ne plus être détectable du tout, ce qui implique de ne plus avoir de système énergétique titan actif. Ou bien il s'agit d'économiser les ressources durant tout le temps que durera l'exil des vols draconiques. Les dragons étaient condamnés à errer en Azeroth depuis 10 000 ans. Pourquoi les dragons et les aspects majeurs reviennent ? Comme je l'ai indiqué auparavant, c'est sûrement la conséquence de la mort des aspects Malygos et Neltharion, de l'intérêt de Irion à découvrir ces terres, des dommages créés par la Légion, le crépuscule et Nzoth et surtout l'épée de Sargeras. Pourquoi maintenant précisément ? Peut-être que la tentative du geôlier de dévorer l'âme monde à travers les conduits de la Forge des âmes a été le dégât de trop.
Ou peut-être qu'il n'y a pas d'autre raison que le besoin scénaristique de nous faire visiter cet endroit à ce moment. Je regrette déjà qu'on n'ait pas eu cette extension en lieu et place de BFA ou juste après, mais bref. Comment le petit gardien forgé par les titans a pu être sauvé? Il s'écoule une poignée de secondes durant la chute du gardien et sa réception in extremis par Alexstrasza. Même si c'est ce que le montage semble impliquer comme narration, si on prend un peu de recul, je doute fortement que tous les dragons dispersés en Azeroth, du Northrend à Tanaris, aient pu parcourir toute cette distance en 3 secondes. A mon avis, ils étaient déjà en chemin et même très proches des îles, sachant que la prophétie du début implique que leur approche est corrélée au réveil élémentaire de ces terres et de leurs gardiens. Dans ce cas, le fanal sert juste à révéler la position exacte, magiquement, un peu comme un phare, c'est un peu le sens du mot fanal, dans une mer embrumée. Alexstrasza était donc peut-être à moins d'1 kilomètre de l'emplacement du bastion de Tyr quand le halo de lumière a explosé et révélé l'ensemble. Qui est le gardien titan supérieur du bastion de Tyr? Son bras brisé et le nom Bastion de Tyr pourraient laisser croire qu'il s'agit de la dépouille de Tyr, mais je vois mal comment c'est possible dans la continuité établie dans les chroniques, bien que comme vous devriez savoir, la continuité n'est jamais respectée, surtout celle de l'UE. Mais je vois mal ce qui aurait motivé un tel retcon. Restons pour l'instant sur l'hypothèse d'un gardien titan, encore anonyme donc, le successeur de Tyr. Par rapport à l'effet de la bande-annonce dans son ensemble, je dois admettre que ça a été un peu l'ascenseur émotionnel. Très curieux au début de voir un flashback de la guerre des anciens, un peu circonspect du thème purement titan qui ressortait des 4 premières minutes, où on n'était pas encore complètement sûr de l'endroit où se passait l'action. 4 minutes, c'est-à-dire les 4 cinquièmes de l'animation CGI, ce qui représente une longueur considérable pour le sujet qu'on attendait tous, à savoir Dragonflight et le retour des dragons, donc presque un début d'ennui, bien que j'ai eu de l'empathie pour ce pauvre petit gardien esselé, prêt à se sacrifier pour accomplir sa mission. Je dois dire enfin que l'apparition soudaine d'Alexstrasza est pour le coup bien amenée, et rend d'emblée le personnage sympathique, même pour les gens peu familiers avec l'univers Warcraft et qui s'attendent plus à des dragons comme antagonistes, ou pour les gens comme moi qui n'ont guère d'admiration ou d'intérêt particulier pour cet aspect du lore. Mission accomplie donc car j'ai été touché sur un sujet qui à la base ne m'intéresse pas trop. Et enfin, durant la présentation qui a suivi, une déception globale sauvée par un peu de curiosité. Apparemment, je ne suis pas le seul à être dubitatif, même si le retour de l'action sur Azeroth, la fin des systèmes parasitaires à puissance empruntée et des ambitions de retour aux sources exprimées par l'équipe restent de bonnes nouvelles. N'hésitez pas à relever dans les commentaires les détails ou interprétations de cette bande-annonce qui ne me sont pas venus à l'esprit, ou à me dire quel a été votre ressenti car j'ai l'impression que c'est assez mitigé aussi sur les forums. La prochaine fois, on verra tout ce que le reste de la révélation a annoncé comme élément d'histoire et de design de jeu. Abonnez-vous pour ne pas la manquer si ça vous intéresse. Ciao tout le monde!